Télé 50, simplement congolais. À la une du journal, ce 30 avril, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'enseignement. À cette occasion, le gouvernement de la République entend poursuivre les réformes structurantes engagées notamment sur la consolidation du système LMD, les déploiements du numérique, la modernisation des outils académiques ainsi que l'instauration d'un mécanisme d'identification unique des étudiants. Le ministre de l'Intérieur, Jacques Chamadi, ne quittera finalement pas le gouvernement malgré les critiques d'incompétence concernant la sécurité du pays formulées par certains élus nationaux signataires de sa motion de défiance. Cette initiative a été rejetée par l'Assemblée nationale suite à des irrégularités relevées lors d'une motion incidentielle présentée par les députés Gary Sakata durant la plénière du mercredi 29 avril. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Israël et le Liban, les déclarations des responsables de deux camps laissent transparaître une persistance des tensions sur les terrains. Entre méfiance mutuelle et accusations implicites, la situation demeure fragile, faisant craindre une reprise des hostilités à tout moment. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Visé par une motion des défiances de quelques élus nationaux pour incompétence face à la montée en puissance de l'insécurité à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chamadi, s'est finalement sauvé grâce à une motion incidentielle présentée par les députés Gary Sakata durant la session plénière de ce mercredi 29 avril, marquant le rejet de l'initiative par l'Assemblée nationale suite à des irrégularités relevées. Le rejet de la motion de défiance visant le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chamadi, par l'Assemblée nationale, met en lumière les dynamiques profondes de fonctionnement parlementaire en République démocratique du Congo. Au-delà du maintien du ministre à son poste, cet épisode révèle des tensions persistantes entre majorité et opposition, ainsi que les limites structurelles du contrôle de l'exécutif initié par les députés Ladi Yangotika Lasenga. La motion visait à interpeller le gouvernement sur la gestion des dossiers sécuritaires sensibles, mais le débat de fond n'a jamais réellement eu lieu. La procédure a été interrompue par une motion incidentielle soulevée par les députés Gary Sakata, contestant la validité de plusieurs signatures en ramenant leur nombre en dessus du seuil requis. Cette démarche a suffi à bloquer l'initiative. Cet enchaînement soulève une question essentielle. Le respect strict des règles de procédure doit-il primer sur l'exigence des débats démocratiques? Si la légalité formelle est un pilier de l'état de droit, son utilisation stratégique peut aussi devenir un outil politique pour neutraliser des initiatives jugées gênantes. Dans ce cas précis, la majorité parlementaire a fait preuve d'une discipline efficace pour protéger un membre du gouvernement. Ce réflexe majoritaire courant dans les régimes parlementaires interroge néanmoins sur la capacité réelle de l'opposition à exercer son rôle de contre-pouvoir lorsque les rapports des forces sont déséquilibrés. Les mécanismes de contrôle peuvent se retrouver affaiblis, voire vidés de leur substance. Les contestations de l'opposition évoquant des irrégularités et des soupçons de fraude traduisent également un déficit de confiance dans les procédures internes de l'institution. Or, la crédibilité du Parlement repose
précisément sur la transparence et l'intégrité de ces mécanismes décisionnels. En définitive, cet épisode illustre une réalité bien connue. La démocratie ne se limite pas à l'existence d'institutions, mais dépend de la manière dont elles fonctionnent concrètement. Entre respect des règles, volonté politique et équilibre de pouvoir, l'affaire Chabani rappelle que le défi majeur reste celui d'un Parlement capable de jouer pleinement son rôle de contrôle au-delà des logiques partisanes. Professeur Ngonankoy, pourquoi vous criez, chers collègues? En cette journée consacrée à l'enseignement en République démocratique du Congo, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation rend un hommage appuyé aux enseignants congolais dont les dévouements constants façonnent jour après jour l'avenir de notre jeunesse. Le gouvernement de la République entend poursuivre des réformes structurantes engagées notamment sur la consolidation du système LMD, les déploiements du numérique, la modernisation des outils académiques ainsi que l'instauration d'un mécanisme d'identification unique des étudiants. En ces jours mémorables dédiés à la célébration de l'enseignement en République démocratique du Congo, je tiens à saluer le dévouement de celles et ceux qui, sans relâche et depuis la nuit des temps, continuent à porter la flamme de l'action éducative en faveur de notre jeunesse. Comme une bougie éclaire en se consumant, l'enseignant congolais ne ménage aucun effort pour assurer à notre République la formation d'une jeunesse capable de relever les défis de son destin. À cet effet, je rends un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, dont la vision éclairée place l'amélioration de notre système éducatif au centre de son action politique. Adhérant à cette vision, sous la conduite de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, notre ministère s'est engagé sur une série de réformes structurantes en vue de faire de notre système éducatif un véritable levier de développement. Il s'agit notamment de la poursuite et la consolidation du système LMD avec comme point d'achèvement la création et l'organisation des écoles doctorales, offrant ainsi aux corps scientifiques un cadre d'excellence pour l'aboutissement de leurs recherches et leur promotion sociale, le lancement du portail numérique, la redynamisation de la bibliothèque numérique nationale, l'instauration d'un identifiant unique pour chaque étudiant congolais, pour ne citer que cela. En ces jours d'hommage à l'enseignement, nos pensées les plus solidaires vont aussi à l'endroit de nos sœurs, frères et enfants, ainsi qu'à toutes les communautés éducatives dont les braves enseignants qui, dans les régions de l'Est de notre pays, subissent les affres de l'insécurité et des violences causées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. En dépit de cette situation, les enseignants des zones sous occupation continuent à entretenir les flammes de la transmission du savoir au péril de leur vie. Nous leur adressons un message de soutien, d'espoir et de fraternité. Restons dans le même registre à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement ce jeudi 30 avril, cette date annuelle qui vise à rendre hommage au personnel éducatif et à mobiliser la nation autour des enjeux de l'éducation. Contrairement au 1er mai, elle n'est pas fériée, les écoles restent ouvertes et les cours sont maintenus, sauf aménagement pour les activités commémoratives. Quelle image garde-t-on de l'enseignant congolais et quels peuvent être les défis à relever pour améliorer son image et la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo? Héritier Ntombo a posé toutes ces questions à un enseignant. Il s'agit bien de l'assistant François Lecola que je vous propose d'écouter. Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. En ce qui concerne la journée nationale de l'enseignement, il faut savoir que c'est une journée qui a été instituée depuis très longtemps pour s'interroger sur l'enseignant. Et c'est que vous devez savoir que cette journée, c'est une journée qui doit nous interpeller tous pour savoir les conditions dans lesquelles vivent les enseignants congolais. Et je voudrais ici rappeler que les enseignants congolais sont totalement mal traités parce que, au regard des conditions de vie qu'ils mènent à travers le pays, ces conditions de vie ne sont pas
normal, dans le sens que le salaire dont ils reçoivent, qu'ils soient les enseignants de l'université ou de l'enseignement de l'école primaire et secondaire, tous déplorent les conditions de vie qu'ils mènent ici dans notre pays. Que peuvent être les défis? Les défis sont énormes. Il faut d'abord savoir traiter de manière digne l'enseignant, c'est-à-dire lui donner les conditions nécessaires pour qu'il puisse vivre de son travail, et ceci va quand même diminuer le taux de corruption dans l'enseignement, parce que lorsqu'il y a la corruption, même un étudiant qui n'a pas bien travaillé peut venir corrompre un enseignant et pour qu'il puisse réussir. Donc, mon regard sur les défis à relever, le traitement important des enseignants, ça veut dire leur donner un salaire intéressant, mais aussi les conditions du travail, leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Voilà un peu de manière ramassée ce que je peux dire sur cette journée de l'enseignement. Merci beaucoup l'assistant François Leokela. Autre chose à présent, durant la nuit du mardi au mercredi 29 avril, le village de Kishonja, dans le groupement Boabo, en territoire de Massis, dans la province du Nord Kivu, a été le théâtre d'une intrusion par des hommes armés non identifiés entraînant pillage et violence au sein de plusieurs foyers. D'après des informations locales, les assaillants ont constamment dépouillé les résidences pendant que certains résidents ont été victimes de torture. Et puis, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la modernisation du Fonds national de promotion et de services sociaux avec la validation de ces outils d'audit interne lors d'un atelier présidé par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, F. Bazaïba, avec l'appui de la Banque africaine de développement, un progrès significatif pour la gouvernance du Fonds national de promotion de services sociaux. Ça y est. Les outils d'audit interne du Fonds national de promotion et des services sociaux ont été officiellement validés lors d'un atelier présidé par la ministre d'État, ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi. Ces instruments permettront de renforcer le rôle de la direction d'audit interne en offrant des garanties, des analyses pertinentes et des recommandations adaptées en vue d'améliorer la gouvernance et l'efficacité du FNPSS ainsi que la mise en œuvre de ces projets dans le programme PABEA Cobalt. La ministre des Affaires sociales, F. Bazaïba, a à cette occasion exhorté l'ensemble des structures de l'établissement à s'approprier ces outils pour en assurer une utilisation optimale. On va un peu emprunter les systèmes des parlementaires parce que la validation ne se fera pas par moi, la validation se fera par vous, les utilisateurs de ces outils. Présentés par un consultant international du PABEA Cobalt, ces outils ont été adoptés à l'unanimité. La directrice générale du Fonds national de promotion et des services sociaux, Alice Mirimo, a salué l'accompagnement des autorités nationales dont le chef de l'État et l'implication de la ministre dans ce processus. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le FNPSS, pour la direction générale, pour tous les personnels. Nous sommes en train de voir et d'assister au réveil du géant. Et là, je m'en vais applaudir le champion du progrès social qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec tous ces outils d'audit interne que son Excellence Madame la ministre d'État, son Excellence F. Bazaïba Massoudi, à qui j'ai dit aussi grand merci. Parce que dès qu'elle est arrivée, elle a pris en main sa responsabilité en tant qu'autorité de tutelle du FNPSS. Cette étape marque l'aboutissement d'un cycle de renforcement des capacités amorcé par des sessions de formation organisées en mars 2025 et en avril, axées notamment sur les nouvelles normes de DIE interne en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ainsi que sur la conduite des missions de DIE interne. À noter que cette rencontre, organisée avec l'appui de la Banque africaine de développement, a réuni le conseil d'administration et la direction générale du Fonds national de promotion et des services sociaux qui ont entériné ces nouveaux outils. Et puis la proposition d'édit portant protection de 24 sites agricoles de la ville de Kinshasa a été adoptée ce mercredi
En plénière, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président de l'organe délibérant, Lévi Mbuta Sangupamba, a indiqué que toute violation de cet édit sera sanctionnée avec la plus grande rigueur de la loi. La plénière a également voté marquée par l'audition du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité au sujet des violences meurtrières et des actes de vandalisme enregistrés aux alentours de l'hôpital général de Kinkole le 15 avril dernier. Cette séance plénière s'inscrit dans la continuité de travaux tenus le 22 et 24 avril dernier. Sous la conduite de Lévi Mbuta Sangupamba, les élus provinciaux ont adopté à l'unanimité la proposition des divisions à protéger les sites agricoles qui composent le patrimoine productif de la capitale congolaise. Selon les dispositions annoncées, il est désormais strictement interdit d'expolier, vendre ou construire sur les sites agricoles de la ville, comme cela avait été observé dans le cas de la pépinière de Bandalungwa. Le président de l'APK a par ailleurs promis des sanctions sévères à l'encontre de tout contrevenant. À toutes nos mères agricultrices en particulier et à l'ensemble des populations de Kinshasa, vos élus réunis aujourd'hui ont adopté à l'unanimité un édit portant protection de 24 sites agricoles de la ville de Kinshasa. Cet édit a pour objectif de préserver les sols sur lesquels se déroulent les activités champêtres qui nourrissent des milliers d'équinois et qui garantissent pour toujours la disponibilité d'une alimentation saine et biologique. En conséquence, il est formellement interdit de spolier, de vendre ou de construire sur ces sites agricoles de Kinshasa, comme cela a malheureusement était le cas pour la pépinière de Bandalungwa. Cet édit entrera en vigueur après sa promulgation par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. La plénière a également été marquée par l'audition du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité au sujet de violences meurtrières et des actes de vandalisme enregistrés aux alentours de l'hôpital général de Kinkole le 15 avril dernier. Au total, 3 ministres étaient attendus devant les élus de Kinshasa, mais seul celui de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Jeannot Kano-Larose, était présent à la plénière. Il s'agissait notamment de la présentation de l'examen de la question orale avec débat adressé au ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics, Urbanisme et Habitat par l'honorable Panzou Babaka Jared. La présentation de l'examen de la question d'actualité adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières par l'élu Nyangi Kaonda Olivier. La présentation et l'examen de la question d'actualité adressée au ministre provincial de l'Éducation par l'élu Di Banza Mwananene Marty. Et pour terminer, malgré l'annonce d'une trêve entre l'Israël et les Liban, le propos tenu par les dirigeants de deux parties révèle la persistance de tensions sur les terrains entre suspicions réciproques et allégations sous-entendues. Les circonstances restent délicates, suscitant ainsi la crainte de nouvelles hostilités à tout moment. Le président libanais Joseph Aoun a posé mercredi une condition préalable aux discussions directes avec Israël. L'application complète du cessez-le-feu au Liban. Sa prise des positions intervient alors que les frappes israéliennes se poursuivent dans le sud du pays, malgré l'entrée en vigueur d'une trêve annoncée sous médiation américaine. En 2 jours, plus de 20 personnes ont été tuées, dont des secouristes, des militaires et des civils, selon les bilans communiqués par les autorités libanaises. Beyrouth dit entendre de Washington une date pour l'ouverture de pourparlers directs, mais insiste sur un point, les attaques ne peuvent pas continuer pendant que la diplomatie tente de reprendre la main. Aoun fixe la condition du cessez-le-feu au Liban et a voulu clarifier la ligne de la présidence. Israël doit d'abord appliquer pleinement le cessez-le-feu avant toute nouvelle étape politique. Le chef de l'État libanais a estimé que les conditions ne pouvaient pas s'ouvrir dans un climat de bombardements répétés et des destructions dans les villages frontaliers. Il a aussi indiqué que les Libans attendaient désormais que les États-Unis d'Amérique fixent une date pour les débuts des discussions directes avec Israël. Cette formulation place la trêve au centre du calendrier diplomatique. Le président libanais ne ferme pas la porte aux discussions, mais il en définit les conditions. Il réplie l'ouverture des pourparlers à l'arrêt des frappes, à la fin des démolitions dans les localités du Sud et au respect du mécanisme annoncé par Washington. Pour Beyrouth, l'enjeu immédiat reste donc moins la forme des négociations que la stabilisation sur les terrains. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite le principal titre.
Ce 30 avril, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'enseignement. À cette occasion, le gouvernement de la République entend poursuivre les réformes structurantes engagées, notamment sur la consolidation du système LMD, les déploiements du numérique, la modernisation des outils académiques ainsi que l'instauration d'un mécanisme d'identification unique des étudiants. Le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, ne quittera finalement pas le gouvernement malgré les critiques d'incompétence concernant la sécurité du pays formulées par certains élus nationaux signataires de sa motion des défiances. Cette initiative a été rejetée par l'Assemblée nationale suite à des irrégularités relevées lors d'une motion incidentielle présentée par les députés Gary Sakata durant la plénière du mercredi 29 avril. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Israël et les Liban, les déclarations des responsables de deux camps laissent transparaître une persistance de tensions sur les terrains entre méfiance mutuelle et accusations implicites. La situation demeure fragile, faisant craindre une reprise des hostilités à tout moment. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. Et c'est avec Moïse Chamala que nous allons feuilleter les journaux parus aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, Moïse. Bonjour Nathan, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, 3 sujets dans votre revue de presse. D'abord, Assemblée nationale, la motion contre Chabani, enfin rejetée. Exactement, c'était chaud bouillant hier à l'Assemblée nationale et nous allons les voir ici à la une du quotidien Les Potentiels qui écrit « Vicié par une motion de défiance, Jacques Chabani, sauvé de la guillotine, Gary Sakata, les sauveteurs ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale? Nathan Diamoti, selon Les Potentiels, les députés nationaux, Gary Sakata a contesté la recevabilité de la motion des défiances visant les VPM de l'intérieur, Jacques Chabani, locaux, pour notamment les irrégularités aberrante dans la liste des signataires. À la suite de cette intervention, souligne ici Actu 30.cd, la plénière a adopté la motion incidentielle entraînant les rejets de la motion de défiance sans examen du fond. Eh bien, pour Forum des As, Gary Sakata a sauvé Jacques Chabani Louko. Eh bien, les VPM en charge de l'intérieur a échappé de justesse à une tempête parlementaire qui aurait pu sceller son sort politique. Pour sa part, Info 27 estime que l'issue ne faisait guère des doutes, mais elle consacrait un rapport des forces claires au Palais du Peuple avec ces titres Assemblée nationale, la motion de défiance contre Jacques Chabani jugée irrécevable. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour le patron de la territoriale de la RDC qui ne fera plus face aux élus nationaux. Exactement, il avait un fauteuil secoué. Tout à fait, Moïse Chamala. Deuxième sujet, constitution à un sit-in de l'ECD prévu devant la MONUSCO. Tout justement, cette information nous revient de ouragan.cd qui écrit constitution un sit-in de l'ECD prévu devant la MONUSCO. C'est l'initiative de la jeunesse du parti Engagement pour la citoyenneté et l'ECD de l'opposant Martin Fayoulou annonce l'organisation d'un sit-in de ce jeudi derrière devant les sièges de la MONUSCO à Kinshasa. Avant cette activité publique prévue de 7h à 13h, donc actuellement là, vise notamment à protester contre un projet de changement de la Constitution parce que Martin Fayoulou tient coûte que coûte à son dialogue. Eh bien, pendant ces temps, Nathan Diamoti, Jean-Claude Katende, ici relayé par opinioninfo.cd, a, dans une déclaration faite sur X, Twitter, dit avoir affirmé faire face à une vague d'avertissements inquiétants depuis l'annonce de sa campagne, qu'a dit ne nous suit pas, intitulée « Les troisièmes mandats est périmé », selon de nombreux compatriotes vivant tant en RDC qu'à l'étranger l'auraient contacté pour lui exprimer leurs craintes quant à sa sécurité.
Dernier sujet, Moïse Chamala, situation sécuritaire dans l'est du pays. La MONUSCO et la présidence discutent du cessez-le-feu et processus de DDR. Exactement, ça se passe toujours sur opinion.cd avec ses titres RDC, la MONUSCO et la présidence discutent du cessez-le-feu et du processus DDR. Eh bien, les patrons de la MONUSCO, James Swan, a échangé hier mercredi à Kinshasa avec Eberhard Kolongeli, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Les discussions, tout justement, ont porté ou avaient pour but échanger sur la situation sécuritaire qu'il y a à l'est du pays et les mécanismes des coopérations en cours entre l'organisation et les gouvernements. Pendant ces temps, la référence plus, lui, nous révèle qu'il y a de nombreuses incursions dans l'armée et des milices aux frontières du pays. C'est long. Les lignes ici de ce journal, à en croire les tabloïds, des soldats zambiens occupent des localités dans les Tanganyika, des milices centrafricaines opérant dans les bas Ouélé. L'armée sud-soudanaise fait des incursions dans les Hauts-Uélé et des milliers des Congolais ont été expulsés de l'Angola. Comme ici à sa une, la RDC, de nombreuses incursions des armées et des milices aux frontières du pays. Une situation qu'il faudra coûte que coûte prendre au sérieux. Tout à fait, Moïse Chamala. Merci beaucoup pour votre revue de presse. Je vous en prie, Nathan Diamouti. Fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé 50 et prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.